Cette semaine, l'Afrique s'est disputée dans les prétoires, sur les fronts diplomatiques et dans les chancelleries du monde entier. Des anciens présidents qui cherchent un nouveau podium, des pays qui revendiquent leur souveraineté, des juges qui tranchent, des soldats qui patrouillent ensemble. Messieurs et dames, c'est Afrique Hebdo. Bonsoir et bienvenue. Je suis Prudence Agbaleti à la présentation. Macky Sall à l'ONU, sa candidature divise profondément le Sénégal. L'ancien président Macky Sall brigue le poste de secrétaire général des Nations Unies. Désigné officiellement par le Burundi en mars, il a rencontré vendredi le président Diomaye Faye à Dakar pour évoquer le soutien de son propre pays à sa candidature. Problème, ce soutien est loin d'être acquis. Des familles de victimes des violences politiques de 2021 à 2023 dénoncent l'audience accordée par Faye et contestent la légitimité internationale de Sall. Des voix au sein même de la majorité présidentielle, dont le député Pastef Guy Marius Sagna, s'y opposent ouvertement. La course au secrétariat général compte également Michel Bachelet et Raphaël Grossi parmi les candidats déclarés. Du Sénégal à Bamako, où la diplomatie malienne a tenu cette semaine sa revue de 5 ans d'action internationale. Bamako revendique 5 ans de diplomatie souveraine. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a dressé mercredi le bilan d'une politique étrangère tournée vers la rupture avec les dépendances historiques. Fin des partenariats militaires français, diversification vers la Russie, la Chine, la Turquie ou encore l'Iran. Sortie de la CEDEAO au profit de la Confédération des États du Sahel créée en juillet 2024. Au Burkina Faso, le même discours de souveraineté s'est exprimé cette fois à l'adresse de l'Union africaine elle-même. Ouagadougou demande une UR plus souveraine et moins dépendante des financeurs extérieurs. Le premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu cette semaine le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, sa première visite au Burkina depuis sa prise de fonction. Le message de Ouagadougou a été clair. L'UR doit réduire sa dépendance au financement extérieur, être plus solidaire avec les pays sahéliens face au terrorisme et mieux associer la jeunesse africaine à ses décisions. Des revendications qui résonnent avec la ligne politique de l'AES, mais qui s'adressent cette fois directement à l'institution continentale. En Côte d'Ivoire, la semaine a été marquée par une passe d'armes diplomatique inattendue avec un élu français. Abidjan recadre Mélenchon après ses critiques contre Ouattara. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France a officiellement dénoncé des propos de Jean-Luc Mélenchon tenus lors d'un meeting à Paris dans lesquels il qualifiait le 4e mandat d'Alassane Ouattara d'anticonstitutionnel et accusait le président d'avoir écarté ses adversaires avant la présidentielle de 2025. La diplomatie ivoirienne a répondu avec fermeté. Mélenchon n'a ni qualité ni compétence pour juger les institutions ivoiriennes et la Côte d'Ivoire est souveraine depuis 1960. L'ambassade se réserve même le droit de saisir la justice pour obtenir réparation. L'affaire Kémy Séba, elle, n'en finit pas de rebondir devant les tribunaux sud-africains. L'audience sur l'extradition de l'activiste panafricaniste Kémy Séba vers le Bénin a été reportée au 11 août. Arrêté à Pretoria en avril avec son fils, il est toujours en détention provisoire. Le Bénin réclame son extradition pour incitation à la rébellion, blanchiment de capitaux et apologie de crimes dans le cadre de la tentative de coup d'État de décembre 2025. Sa défense conteste l'ensemble des accusations et dénonce les risques qu'il encourt au Bénin. Au Nigeria, une bonne nouvelle économique cette semaine. Le pétrole coule à nouveau en plein régime. Le Nigeria dépasse son quota OPEP pour la première fois en 6 ans. La production pétrolière nigériane a atteint en juin 1,73 million de barils par jour, soit 104% du quota fixé par l'OPEP. Un niveau inédit depuis avril 2020. La hausse est continue depuis février, portée par la stabilité des opérations sur les principaux terminaux. Abuja vise désormais les 2 millions de barils par jour, une performance qui arrive à point nommé pour un gouvernement Tinubu sous pression économique.
Sur le terrain, les armées du Burkina Faso et du Bénin ont fait quelque chose d'inédit cette semaine. Les forces armées burkinabées et béninoises ont lancé des patrouilles conjointes dans la zone frontalière de Koualou, considérée comme une voie d'infiltration pour les groupes armés. C'est la concrétisation des engagements pris lors de la visite du président Wadani à Ouagadougou début juin. Les deux pays qui avaient eu des relations tendues après le coup d'État de 2022 semblent avoir choisi la coopération sécuritaire comme terrain de réconciliation pragmatique. Au Kenya, une affaire plus insolite mais significative sur le plan des libertés. La Haute Cour refuse de légaliser le cannabis pour motifs religieux. La communauté rastafarienne kenyane avait demandé une exemption à l'interdiction du cannabis, estimant que la loi violait sa liberté de religion. La Haute Cour a rejeté la demande, jugeant les preuves insuffisantes pour établir le caractère indispensable de la plante dans cette pratique. Le juge a toutefois reconnu que le débat sur le cannabis dépasse les tribunaux et mérite une discussion nationale. La possession reste passible de 10 ans de prison, la culture de 20 ans. Les requérants annoncent faire appel. Au Sénégal, un autre dossier retient l'attention. Bassirou Diomaye Faye avance vers la création de sa propre formation politique, distincte du PASTEF de Sonko. Congrès fondateur prévu le 8 août au Dakar Arena. Depuis plusieurs semaines, le président enchaîne les consultations avec des maires et des élus de toutes les régions. Aminata Touré coordonne les préparatifs. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de rupture progressive entre Faye et Sonko après l'invalidation par le Conseil constitutionnel de la réforme portée par l'Assemblée nationale. Deux hommes issus du même parti qui semblent désormais tracer deux chemins distincts. Au Soudan, la justice a prononcé cette semaine une condamnation historique par contumace. Le chef des FSR condamné à mort par contumace pour génocide au Darfour. Un tribunal de Port-Soudan a condamné à mort Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, chef des forces de soutien rapide, ainsi que 15 de ses proches pour assassinat, crime de guerre et génocide au Darfour. L'affaire porte notamment sur la prise d'El Génina en 2023 où entre 10 000 et 15 000 personnes, majoritairement de la communauté massalite, auraient été tuées selon l'ONU. Condamnation par contumace car les FSR contrôlent une partie du territoire soudanais. Le dossier est transmis à la Cour suprême. Terminons au Cameroun où Issa Tiroma Bakary, ancien ministre camerounais en exil en Gambie depuis novembre 2025, se présente comme le président élu de la présidentielle d'octobre 2025 et conteste les résultats officiels. Il annonce avoir déposé deux plaintes pénales devant la justice suisse en s'appuyant sur le principe de compétence universelle et en ciblant la Suisse notamment parce que le président Paul Biya y séjournerait régulièrement. Des plaintes similaires avaient déjà été déposées en France. Yaoundé n'a pas réagi publiquement. La souveraineté comme mot d'ordre, la justice comme terrain de lutte, la coopération comme pari, c'est tout pour cette semaine. C'était Prudence Agbalessi à la présentation. Merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.